Et c'est parti. Alors, avant de commencer, je voulais faire un petit rappel sur We Take Care. We Take Care, on a une association qui mène des projets et agit sur l'inclusion numérique depuis 2016. Et notre but, notre finalité, c'est que chacun, chacune puisse profiter des opportunités offertes par le numérique. On fait un certain nombre de choses. Vous, il y a... Alors, merci de bien éteindre vos micros, hein, comme on se l'est dit, parce que sinon, ça fait des petites interférences. Euh, donc nous, l'action que vous voyez le plus, c'est les bons clics. Et donc, ça fait partie des solutions numériques qu'on développe à fort impact social. Il y a peut-être une partie de ce qu'on fait que vous voyez moins, qui est la partie conseil. Donc, on accompagne un grand nombre de collectivités, mais aussi d'opérateurs de services essentiels, de grands réseaux associatifs, d'entreprises aussi, dans la mise en place de stratégies d'inclusion numérique. Puis par ailleurs, et ce webinaire en fait partie, on a une démarche de sensibilisation aux enjeux de l'inclusion numérique. Ce webinaire fait partie de cette dernière mission. Voilà, merci de bien fermer vos micros. Je vois qu'il y a certaines personnes qui arrivent avec le micro ouvert. Merci beaucoup. Euh, Hop, j'éteins les derniers petits micros qui restent ouverts. Les bons clics, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent parce que vous êtes pour une grande majorité utilisateurs des bons clics. Peut-être rappeler effectivement que vous êtes maintenant, et on pourrait actualiser cette slide d'ailleurs, plus de 65 000 inscrits, 65 000 aidants qui utilisent les bons clics dans leur travail de médiation numérique, euh, sur lesquels vous pouvez retrouver à la fois du contenu pour vous documenter vous, notamment typiquement ce webinaire, les articles, des choses comme ça, mais aussi des contenus pour outiller vos accompagnements, donc très concrètement des supports d'ateliers, des trames d'ateliers, un certain nombre de choses, aussi pour outiller la démarche de mise en place de projets d'inclusion numérique. Voilà, un certain nombre d'éléments qui peuvent vous aider dans votre quotidien d'aidant numérique. Par ailleurs, c'est peut-être une dimension que vous n'utilisez pas encore ou moins. De plus en plus, on développe la dimension en direct des apprenants. Donc maintenant, depuis maintenant un certain temps, il y a un espace apprenant sur lequel les personnes que vous accompagnez peuvent se connecter, soit pendant les ateliers, soit après pour refaire des exercices. Et on développe de plus en plus de contenu directement à destination des apprenants. C'est évidemment pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, mais il y a aussi des personnes qui peuvent progresser en autonomie. Et on développe de plus en plus cette dimension-là. Euh, donc, on va pouvoir commencer notre café numérique avec Maud Prigent. Maud Prigent, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, je vous rallume la petite caméra, voilà, pour qu'on puisse vous voir. Donc, vous êtes donc conseillère en économie sociale et familiale et coordinatrice du PCB des familles rurales des Côtes d'Armor. Oui, c'est ça. Et super. Et pour commencer, ça m'aurait intéressé que vous puissiez présenter l'histoire et finalement l'action de Famille Rurale, à la fois en général et dans les Côtes d'Armor. Et finalement, si je devais problématiser ma question, quelle est la spécificité des besoins des familles rurales aujourd'hui et quelle est votre action à destination des familles rurales dans les Côtes d'Armor? Donc, Famille rurale, c'est un mouvement national qu'on retrouve donc partout en France. C'est un mouvement qui est né après la guerre pour répondre aux besoins des familles en milieu rural, justement, suite à la guerre, aux reconstructions, comment en fait se coordonner et avoir un soutien entre familles pour répondre aux problématiques. Donc, c'est toujours un peu le cœur de notre mission, répondre aux besoins en milieu rural, de la petite enfance aux personnes âgées. Donc, nos actions, elles sont destinées à tout le monde. Donc, par exemple, en Côte d'Armor, on a un pôle enfance-jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a pas mal aussi de fédérations familles rurales qui coordonnent des associations qui ont des centres de loisirs, appelés la ruche au tout début les ruches au tout début de la création. Donc voilà, des centres de loisirs, des espaces jeunes, des espaces parents. Il y a toute aussi une notion de loisir, des associations qui mettent en place des envies que pouvaient avoir les familles, donc de la danse, de la gym, voilà, toute activité qu'ils peuvent demander. Donc ce sont en premier les familles qui ont une idée, qui ont un besoin, qui se rendent compte qu'autour d'elles, il n'y a pas forcément cette réponse et du coup qui mettent en place cette activité ou autre
Et en se rattachant à une fédération famille rurale pour avoir un soutien, une fédération sert aussi à soutenir ces associations. Il y a tout ce qui répond aussi aux besoins du handicap par rapport au pôle ressources d'inclusion, donc c'est-à-dire soutenir les parents, les professionnels pour aussi voilà, faire en sorte que les enfants à besoins spécifiques peuvent avoir accès à toutes les activités et aussi à tout ce qui est voilà, en milieu scolaire, comme on va dire un enfant qui n'a pas de besoins spécifiques. Il y a tout ce qui est lié aux seniors pour éviter l'exclusion, le sentiment de reclus. Donc, c'est des cafés, on appelle ça, nous, le café du marché. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher les personnes chez elles pour les aider à aller au marché et après boire un café pour enfin, voilà, enlever l'isolement qu'elles peuvent recevoir et tout ce qui est l'accompagnement. Voilà, il y a aussi, nous participons à Mona Lisa. Donc, c'est une action en fait qui, à l'approche de Noël, permet de rompre l'isolement par la création de sapins dans tous les Côtes d'Armor, par exemple. Et après, c'est mis. Donc, c'est plusieurs actions comme ça et donc répondre aux familles. Donc, par exemple, le PCB qui sont les points conseil budget. Oui, Euh, justement. Alors justement, on voulait commencer à parler des PCB. Pour problématiser un peu, je trouvais ça intéressant de vous faire venir parce que au sein de Famille Rurale, et notamment Côte d'Armor, il y a plusieurs activités que vous menez que je trouve intéressantes pour notre auditoire aujourd'hui. C'est d'une part la partie accompagnement budgétaire. Et je pense que c'est intéressant de vous poser la question, finalement, être labellisé PCB, en quoi ça consiste concrètement et quelle action est-ce qu'on peut mener dans ce cadre-là. Puis ensuite, on parlera plus de la dimension inclusion numérique, médiation numérique que vous faites aussi. Et effectivement, chez Whittaker, on est assez engagé sur cette dimension de l'inclusion financière qu'on travaille à travers le numérique. Mais voilà, on trouvait ça intéressant de pouvoir parler d'une part de la dimension accompagnement budgétaire et ensuite de la partie médiation numérique. Et donc justement, sur ces PCB, quel retour d'expérience est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez décrire un peu en quoi ça consiste et quelles actions vous menez via cette action en tant que point conseil budget? Donc, les points conseil budget, donc on est labellisé depuis 2020. Donc, ça rentre dans le plan de lutte contre la pauvreté donc de l'État. Euh, donc, ça consiste à mettre en place des permanences. Donc, nous, on a fait le choix de se délocaliser parce que une problématique en milieu rural et dans les Côtes d'Armor, c'est la mobilité. Donc, les personnes cherchent la proximité, ne pas être oubliées des services qu'il peut avoir plus dans les grandes villes, etc. Donc, on a des lieux de permanence. Elles sont ouvertes à tout le monde. Donc, il n'y a pas de conditions d'orientation, de conditions de ressources pour venir à une permanence point conseil budget. Et elle est là pour répondre à toutes les questions du domaine budgétaire. Donc, c'est pas spécialement lorsque la famille ou la personne a un problème budgétaire, ça peut être en prévention. C'est d'abord le but d'un point conseil budget, de faire de la prévention du mal-endettement et du surendettement. Par exemple, un changement de situation, un jeune qui rentre en école supérieure, qui veut avoir une idée de son budget, qu'est-ce que le budget qu'amène un logement, l'électricité, etc. Une personne qui va à la retraite où ses ressources vont sans doute baisser, comment pallier à ça, comment gérer ce nouveau budget. Voilà, il y a un côté d'orientation aussi. Le point conseil budget ne peut pas répondre sans doute à tout ce qui est question de santé, etc. Donc, on peut orienter grâce au diagnostic qu'on peut faire lors du rendez-vous. Et ensuite, un autre aspect d'accompagnement budgétaire. Donc, si la personne a besoin d'un peu plus d'accompagnement, elle peut voilà, reprendre rendez-vous. Ça peut aller jusque l'accompagnement d'un dossier de surendettement, par exemple. Développer. Alors, je pense que... Pardon, en fait, désolé, désolé, je me rends compte que j'avais juste totalement éteint mon micro. Euh, et d'ailleurs, j'ai éteint quelques petits micros que je vois ouverts dans le chat. Euh, hop, un dernier, voilà, c'est bon. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé d'orientation et justement sur cette thématique de l'orientation, ça m'intéresse de vous poser la question, comment sont, comment sont orientés les gens vers votre offre de PCB? Est-ce que n'importe qui peut venir? Est-ce qu'il faut être redirigé par un autre
acteur prescripteur, comment ça fonctionne, comment fonctionne voilà, la redirection vers votre offre de PCB. Alors, tout le monde peut venir. Donc, on a essayé de faire une communication assez large pour toucher les personnes qui ne vont pas, peut-être pas généralement, en fait, vers des services sociaux, on va dire lambda, les maisons du département, enfin, le département, les assistantes sociales, la CAF, etc. Donc, on a fait un travail avec l'UDAF parce que sur les Côtes d'Armor, on se partage le département avec l'UDAF. Donc, on a fait des articles dans la presse, à la radio, tout ce qui est bulletin communal aussi, parce que les personnes, ça touche quand même pas mal de personnes. Et ensuite, on a communiqué aussi très largement envers les acteurs qui sont déjà en place. Dans les Côtes d'Armor, en plus, le département est également financeur parce qu'il a fait le choix pour que les Côtes d'Armor soient vraiment toutes les EPCI, les communes soient quand même pas mal recouvertes de ce dispositif. Donc, on a beaucoup d'orientation aussi du conseil départemental, des maisons du département avec qui on travaille beaucoup. La CAF également, la MSA qui est présente sur le département. Donc, tout le monde peut venir. Après, c'est vrai que en fait, c'est très complémentaire avec ce qui existe déjà. Les assistantes sociales nous disent, nous, le budget, quelquefois, on est assez limité. Et c'est vrai que les conseillers ESF, nous, c'est un peu notre cœur de métier. Donc, c'est vrai que ça permet de rediriger. Donc, c'est très complémentaire. Merci beaucoup. Et pour faire un peu le lien entre le sujet budget et le sujet médiation numérique, euh, je voulais vous poser la question sur quel est l'impact selon vous du numérique sur la gestion budgétaire et on pourrait même dire sur l'inclusion financière en global. On sait qu'il y a des outils qui existent, type pilote dépenses, pilote budget. Au global, les applications bancaires sont des outils de pilotage budgétaire. On a accès beaucoup plus rapidement à son solde de compte, etc. Et en même temps, on sait aussi que la digitalisation des offres, enfin, des services bancaires croisée avec la raréfaction l'implantation des agences peut aussi créer de la distance et l'éloignement bancaire. Et donc, vous, comment est-ce que vous utilisez le numérique? Comment est-ce que vous percevez le numérique dans cette problématique budgétaire? Alors, c'est vrai que quand la personne est outillée, déjà, a un smartphone, etc., on l'incite à aller sur l'application bancaire pour regarder, pour suivre en fait vraiment ses dépenses et qu'est-ce qui lui reste. Par exemple, on essaye de mettre en place une gestion budgétaire, un suivi, parce qu'avant, il y avait les relevés de compte qu'on recevait à la maison et qu'on ne pouvait pas trop éviter. Et du coup, on voyait ce qu'on avait dépensé, etc. Que maintenant, c'est plus le cas. Donc, on incite à utiliser cette application et à regarder souvent, notamment par rapport aux arnaques qui arrivent avant. Sur le relevé de compte, on voit précisément les prélèvements qui ont été pris. Et là, il y a des personnes qui se rendent compte un peu plus tard par rapport à ça. Donc, on incite quelquefois à aller sur cette application bancaire quand il y en a une et quand la personne est outillée ou autrement sur l'ordinateur. Mais il y a le numérique qui est aussi, puisqu'on on agit on regarde l'accès aux droits. Si les personnes ont bien aussi tous les droits qu'elles peuvent avoir. Et c'est là aussi qu'il y a un frein par rapport à la numérisation de tout ce qui est les demandes, le suivi, etc. Donc là, on travaille beaucoup avec les maisons France Service. On a des permanences qui sont dans les maisons France Service pour orienter et que la personne soit plus autonome. Parce que le point conseil budget n'est pas là pour que la personne puisse venir faire tous les trimestres, sa déclaration, etc. Le but, c'est qu'elle soit autonome, donc on oriente vers les maisons France Service ou les points de médiation numérique. D'accord. Et pour terminer, en tout cas pour l'instant, sur cette dimension de l'accompagnement budgétaire, ça m'intéressait de comprendre concrètement comment c'est fait. Donc, si j'ai bien compris, c'est un mix entre des conseillers professionnels comme vous et des bénévoles. Ou est-ce que c'est que les conseillers qui font cet accompagnement? Euh, Alors, c'est les deux.
Donc on a fait le choix aussi de commencer le dispositif avec que des conseillers ESF pour intégrer par la suite des bénévoles. Mais il y a des fédérations familles rurales où c'est que des bénévoles. Donc c'est des bénévoles qui sont, la plupart du temps, souvent des expériences, soit dans la banque ou alors des anciennes conseillères ESF ou des anciennes assistants ou assistantes sociales. Voilà, mais toujours un appui avec la conseillère, c'est souvent des choses techniques. Donc, pour l'accompagnement, dans un premier temps, on reçoit la personne, on fait le diagnostic, donc sa situation, si elle vit seule, les ressources qu'elle peut avoir, les charges fixes et les charges courantes qu'elle peut avoir. Et ça nous permet déjà d'évaluer la situation. Quelquefois, on se rend compte qu'il peut avoir des dettes, etc. Donc, c'est vraiment le diagnostic qui va nous permettre soit d'orienter s'il peut avoir des problématiques de santé, d'emploi, et que nous, on reste sur le budget, ou alors d'accompagner la personne vers un dossier de surendettement ou vers un accompagnement budgétaire un peu plus poussé, parce que nous, le point conseil budget, on ne va pas à domicile. Donc, c'est Hmm. vrai que les accompagnements budgétaires, comme les accompagnements liés au budget, les accompagnements éducatifs budgétaires, c'est des accompagnements qui vont au domicile et c'est aussi des contrats de 6 mois. Nous, il n'y a pas de contrat, la personne est libre de l'accompagnement. Si du jour au lendemain, elle veut plus venir parce qu'elle estime qu'on a répondu à sa question, elle ne vient pas, c'est vraiment, elle est actrice. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette première séquence sur l'accompagnement budgétaire. Je vois qu'il y a des premières questions et on les prendra plus au moment des questions tout à l'heure. Et effectivement, PCB, il y a des personnes qui ont pris le webinaire en cours de route, c'est bien point conseil budget. Oui, Euh, voilà. Alors, deuxième élément intéressant, je n'en ai pas parlé dans l'introduction, et c'est une partie qui m'a intéressé, c'est la partie de défense des consommateurs, qui finalement se relie assez bien à la dimension accompagnement budgétaire, parce que on reste sur la dimension de consommation budget, et c'est vrai que vous faites des choses extrêmement intéressantes sur ce volet. Il y a notamment des permanences consommation. Il y a aussi un observatoire des prix. Vous mobilisez des bénévoles pour faire des relevés de prix dans des magasins. Donc, ça m'intéressait de pouvoir vous entendre sur ce sujet. En fait, quel accompagnement est proposé concrètement dans ces permanences consommation? Comment fonctionne cet observatoire? Quelle est l'approche derrière tout ça? oui, donc Famille Rurale, c'est aussi une association effectivement des défenses des consommateurs. Donc ce sont des bénévoles qui accompagnent les personnes qui peuvent avoir un litige. Typiquement une arnaque, une voiture que la personne vient d'acheter et qu'il y a un vice caché. Donc nos bénévoles peuvent accompagner par exemple cette personne dans les mesures. Donc il y a d'abord une approche amiable. Donc les bénévoles vont accompagner la personne, faire le lien avec le, le service avec qui il y a un litige pour trouver une solution d'abord amiable. Donc, quelquefois, généralement, quand même, ça, déjà, la première approche amiable, euh, elle fonctionne parce que le fait d'être une association de défense des consommateurs, ça donne un peu plus de poids à la personne pour parler de ses litiges, etc. Donc voilà, donc là, que des bénévoles. Nous sommes en appui, on a aussi des juristes en appui pour les bénévoles. Et la partie veilleur de prix, donc effectivement, ce sont également des bénévoles. Donc, c'est 4 fois dans l'année où nos bénévoles vont dans les magasins et ont une liste en fait de produits pour comparer les prix. Donc, ils remplissent les prix et en fait, ça permet à la Fédération nationale de familles rurales Il faut que- de avoir un avis en fait de l'augmentation, en fait, ce qui permet de dire que tel produit a augmenté de 4%, 6% en fonction de l'année dernière, etc. Donc, pour que le gouvernement, en fait, ça sert en effet au gouvernement d'avoir un avis sur l'inflation ou l'inverse. D'accord. Et justement, pour remettre du numérique dans cette question-là, c'est notre travers d'association d'inclusion numérique. Est-ce que vous travaillez sur la question de comment le numérique peut être utilisé pour faire des gains de pouvoir d'achat? Nous, c'est des sujets on a pas mal travaillé
sur la question, par exemple, d'utiliser Le Bon Coin et toutes les sortes de plateformes collaboratives. En fait, c'est vrai que euh, bien utiliser le numérique permet de faire un certain nombre de gains de pouvoir d'achat, que ce Mm. soit en passant par du e-commerce, des plateformes collaboratives, ou même l'ouverture de droits qui sont certains uniquement en ligne, ou l'accès à des primes publiques uniquement en ligne, etc. Est-ce que c'est aussi un sujet que vous abordez, que ce soit dans les permanences budget, dans les permanences consommation? Mm. Donc, dans les permanences budget, oui, effectivement. On peut, voilà, après, enfin, c'est des conseils pour les personnes, voilà, de mieux utiliser le numérique ou, par exemple, bah oui, pour le pouvoir d'achat, une personne qui vient d'avoir un enfant, effectivement, on va peut-être lui dire d'acheter d'occasion. Et maintenant, il y a beaucoup d'applications qui le permettent. Mais la défense conso, c'est vrai que par contre, on oriente beaucoup des personnes qui ont pu avoir des arnaques sur Internet. C'est vrai qu'ils peuvent aider. Oui, non, sujet important et qui fait le lien avec le dernier chapitre de cet entretien sur la médiation numérique, parce que les arnaques sur Internet, c'est aussi un gros sujet Mm. de prévention des risques numériques. Et donc, famille rurale, puisque vous êtes extrêmement complet, vous avez à la fois donc accompagnement budgétaire, défense des consommateurs, mais aussi vous êtes un des acteurs qui est très impliqué sur la médiation numérique dans les territoires. Et donc, vous avez des points de médiation numérique. Alors, comment est-ce que ces points de médiation numérique fonctionnent? Comment est-ce que les publics sont redirigés vers vous? Quels accompagnements vous proposez? Peut-être pour problématiser aussi cette question, quelque chose qui m'a intéressé en lisant votre rapport annuel et en voyant ce que vous faites, c'est il y a une vraie exigence et réflexion sur l'aller vers. J'ai notamment vu que vous faites il y a un dispositif de rendez-vous à domicile pour les seniors. Et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie budgétaire, sur le fait de aller vraiment vers les gens, à la fois en termes de communication, de répartition territoriale, de partenariat avec d'autres structures, où vous avez des permanences, etc. Et je retrouve ça aussi dans la façon dont vous pensez la médiation numérique. Oui, donc on a plusieurs actions sur la médiation numérique. Donc effectivement, c'est les points de médiation numérique. Donc en fait, dans les Côtes d'Armor, avant, on va dire, pilote avec la Banque postale des MSAP sur les Côtes d'Armor. Donc après, l'appel à projet s'est transformé en maison France Service, sauf qu'il y avait quand même, donc il y a des communes qui n'ont pas pu répondre au début à cet appel à projet, sauf qu'on avait, il y avait un besoin et on avait quand même, on va dire, créé un besoin aussi. Les personnes se retrouvaient sans rien dans leur commune, donc on a mis en place des médiations numériques, notamment par exemple sur une commune, Loudéac, où maintenant il y a un bénévole aussi qui vient en appui parce il y avait beaucoup de demandes. Donc là, c'est un peu comme les maisons France Service, c'est répondre aux demandes, par exemple, euh, faire sa carte d'identité, enfin voilà, sur tout ce qui est administratif sur le numérique, mais également un peu de la connaissance de la prise en main d'outils. Donc ça, c'est pour les points de médiation numérique. Il y a aussi des ateliers. Donc en fait, ça a commencé avec Pour bien vieillir en Bretagne. C'est un regroupement des caisses de retraite avec lequel on a mis en place des cycles d'ateliers. Donc en fait, c'est un cycle de 5 ateliers. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau débutant, donc c'est apprendre à utiliser une souris, un clavier, tout ce qui est prise en main de l'ordinateur, l'autonomie sur l'ordinateur. Et un autre cycle sur tout ce qui est perfectionnement, donc utiliser sa boîte mail, créer des dossiers, les fichiers, etc. Et ça, en fait, on a mis en place aussi avec nos associations locales qui se sont intéressées et qui ont dit on en a besoin aussi sur notre commune. Et il y a un besoin de continuer cette action. Donc, on a mis ça en place avec les mairies et nos associations locales qui nous financent aussi pour mettre ça. Donc, c'est plutôt chouette et ça veut dire aussi qu'il y a un besoin. Et effectivement, on a mis en place aussi à domicile. Donc, c'est en lien avec le CCAS de Saint-Brieuc et l'Office des retraités, donc l'Office des retraités briochin, où donc le CCAS a une liste de personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur le numérique.
Donc, nos médiateurs numériques vont au domicile de la personne. La personne a une liste de savoir ce qu'elle souhaite et ils l'accompagnent à être autonome et à savoir voilà, comment utiliser ce qu'elle souhaitait, l'ordinateur, apprendre à envoyer un mail, faire une visio, etc. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On arrive au bout de la partie interview, entretien de ce webinaire. Et justement, alors, comme je disais tout à l'heure, vous nous avez envoyé un certain nombre de questions par mail. Vous pouvez tout à fait aussi, et vous en avez déjà posé dans le chat, et je vais en sélectionner certaines. Donc voilà, c'est très sympathique de voir cette mobilisation et ces questions. J'ai une première question qui fait une bonne transition. Quelqu'un qui nous demande quel accompagnement proposez-vous pour les personnes qui souhaitent s'équiper sur le numérique, enfin s'équiper avec du matériel numérique, mais qui n'ont pas le budget. Est-ce que Oui. est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou... Oui, alors on n'a pas d'aide financière. Là, on va orienter vers d'autres associations et j'ai perdu, j'avais le nom, mais je l'ai plus. Ou alors des ressourceries aussi qui peuvent proposer des équipements pas très chers. Nous aussi, on a le microcrédit qui peut aider à s'équiper en termes de matériel numérique. Donc, c'est un crédit pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit classique qui peut aller jusque 5 000 euros. Bon, ce microcrédit, la plupart des demandes, 90% des demandes, c'est pour la voiture. Il peut être utilisé pour l'achat de numérique. D'accord. Merci beaucoup. Autre question d'ailleurs par quelqu'un qui est coordinatrice d'un espace de vie sociale intercommunale porté par Famille Rurale, et qui souhaite obtenir des informations sur comment développer l'accompagnement auprès des habitants des territoires en passant par des acteurs locaux du territoire. Effectivement, vous avez dit, vous mettez en place un certain nombre de partenariats avec des associations locales, avec des, qui soient prescripteurs, relais, partenaires. Est-ce que vous avez des conseils sur effectivement des bonnes pratiques de comment est-ce que on peut identifier les associations pertinentes sur tel ou tel sujet, des modalités de partenariat aussi qui vous semblent bien fonctionner? Alors, il y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de solution magique, mais c'est vrai que de se connaître, c'est très important parce qu'en plus, dans les équipes, il peut y avoir du turnover et des bénévoles aussi. Donc, c'est d'aller en fait très souvent à la rencontre. Donc, sur certains territoires, nous, on a ce qui s'appelle le carrefour social. Donc, c'est un moment où on se rencontre, on échange, etc., entre travailleurs sociaux ou alors des associations. Mais c'est vrai que ouais, on a été un peu à la rencontre avec qui on travaillait déjà. En plus, on était en commun avec l'UDAF qui, eux aussi, ont d'autres connaissances. Donc, c'est vrai que ça a facilité tout ça. Mais, ouais. Super. Et nos associations locales nous ont quand même beaucoup aidé, nos associations familles rurales aussi, parce que les bénévoles, ils ont connaissance de leur territoire. Et du coup, ils ont su aussi nous dire vers qui aller et en parler autour d'eux. Et sur notre territoire, le bouche à oreille, il fonctionne quand même beaucoup. Euh, Merci beaucoup. Alors, je vois une autre question. Dans le département de l'Ain, nous avons un conseiller numérique au sein des familles rurales de l'Ain. Il touche essentiellement les jeunes. Vous nous expliquez comment vous pouvez les toucher et les lieux favorisants pour ce public. Effectivement, on a parlé pas mal des publics seniors. Est-ce que aussi vous travaillez avec les jeunes sur tel ou tel sujet qu'on a évoqué d'ailleurs, parce que je pense que des défenses des consommateurs ou même l'accompagnement budgétaire, c'est tout à fait pertinent aussi pour des publics plus jeunes. Mm. Alors, pour les jeunes, pour le point conseil budget, on a des permanences au sein des missions locales. Donc, c'est vrai que ça nous permet de les toucher directement. Également, pour des actions collectives, on fait des actions collectives sur tout ce qui est le domaine de la vie quotidienne. Donc, budget, on a un jeu qui s'appelle Budgetissimo, l'alimentation. Donc, avec ce lien avec directement les missions locales, voilà, ça le fait directement. Sur les PMN, ça va être de l'orientation aussi par les missions locales. C'est vrai que nos actions collectives, pour l'instant, en lien avec le numérique, sont très tournées vers les seniors parce que nos financements étaient aussi par les caisses de retraite. Donc, voilà. Euh, on va essayer aussi de toucher un peu plus de jeunes par rapport aux fresques, les fresques numériques et la fresque du climat qu'on va essayer de mettre en place aussi. D'accord. Super intéressant. Effectivement, c'est des outils qui sont bien faits, les fresques. Mm.
et qui peut être intéressant. Autre question, couvrez-vous tout le département 22, aussi les communes rurales de petite taille? Nous demande Regain Asso 22. Oui, alors pour les points conseils budgétaires, enfin, la fédération, de toute façon, elle intervient sur tous les Côtes d'Armor. Donc, oui, on touche tous les Côtes d'Armor, ce qu'il s'agit dans toutes les actions. Pour les points conseil budget, en fait, il y a eu le souhait en fait, de se départager en fait, le département en deux avec l'UDAF. Mais tout le département est couvert par les points conseil budget. Nous, à Famille Rurale, on a 19 lieux de permanence et 25 permanences par mois. Donc, on ne peut pas aller dans toutes les communes, mais on a essayé de faire un maillage de sorte que les personnes n'aient pas plus de 20 minutes de route pour venir, quoi. Donc, on a essayé. Mais après, voilà, en fait, on s'est aussi pas mal calé sur où sont nos associations et où sont déjà les permanences du département. Comme ça, bah, voilà, ça fait un lien directement avec elles et ça permet d'aller en proximité quand même. On a une question qui a été posée au début du webinaire au moment où vous parlez de France Service Mm. et de justement votre articulation avec France Service. Et Gaël qui nous dit les maisons de France Service s'occupent des soucis bancaires ou de budget, point d'interrogation, même trois points d'interrogation. Car chez moi, les France Service sont très limités dans leurs actions. Ils ont une liste bien précise de leurs actions et ce type d'action n'en fait pas partie. Effectivement, France Service, c'est un bouquet de services Mm. socle sur lequel ensuite peuvent s'arrimer un certain nombre d'accompagnements, d'offres en plus. Parce que moi, c'est la compréhension et l'expérience que j'en ai. Mm. Est-ce que vous pouvez peut-être effectivement préciser un peu sur ce point? Non, 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 elles vont pas dans l'accompagnement budgétaire, etc. Mais par contre, on oriente des personnes pour faire leur demande à la CAF ou la déclaration trimestrielle. Pour nous, en tout cas, la Maison France Service est très importante pour ça, pour l'accès aux droits. Mais elle n'accompagne pas au niveau budgétaire. Merci pour cette précision. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Vous pouvez aussi prendre la parole d'ailleurs avec votre micro hein, si vous souhaitez. J'ai deux ou trois autres questions en stock, mais si vous voulez, n'hésitez pas. Donc, je pose une autre question. Ça m'intéresse un peu, effectivement, de voir un peu en perspective quelles seraient les actions donc, on a listé ce que vous faites et c'est déjà assez impressionnant tout ce que vous mettez en place. Est-ce que vous avez des envies, des idées d'actions que vous aimeriez mettre en place dans le futur? Ça peut être en termes de public touché, on a parlé tout à l'heure des jeunes, ça peut être en termes aussi de sujets à aborder. Mm. Donc oui, par exemple pour le numérique, oui, ce serait de toucher les jeunes et aussi de faire, parce que on a la capacité, en plus avec nos bénévoles aussi, de faire plus d'actions collectives sur tout ce qui est de la vie quotidienne, l'alimentation, le budget. On a un jeu spécialement pour ça, donc on est en train de tout remettre ça en place. On est en train de revoir notre offre de service pour qu'il soit plus lisible aussi. Donc voilà, ce serait plus aussi de mettre les actions collectives. Et on a également l'expérimentation aide-budget qui vient aussi s'ajouter à à notre offre de service, on va dire. Donc c'est une expérimentation en lien avec les points conseil budget. En fait, c'est pour créer un peu plus de liens entre les opérateurs comme les bailleurs sociaux, les fournisseurs d'énergie et les banques pour prévenir un peu le surendettement, pour l'orienter, enfin, et travailler avec le plan conseil budget pour bah voilà, essayer de prendre en amont les situations de budgétaires difficiles. Donc, c'est vraiment un travail en lien. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses pour la prévention du surendettement, du malendettement, chacun de notre côté. Donc, c'est comment voilà, qu'on travaille ensemble pour éviter des situations plus difficiles pour les familles. Et ça, vous avez commencé à mettre ça, à travailler sur cette Oui. expérimentation. Oui, oui. Ça commence à se mettre en place. Donc, on a des conventions qui sont signées avec les bailleurs sociaux, les fournisseurs d'énergie pour que l'orientation se fasse plus rapidement. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est aussi l'idée qu'une personne, pareil que ce que je disais, les personnes qui n'osent pas aller
vers les services sociaux, on va dire, plus classiques. Bah là, c'est pareil, une personne qui n'ose pas aller voir son bailleur ou qui voilà, se dit, bah non, le bailleur, il est là juste pour, on va dire, venir chercher ce que je lui dois, bah, c'est comment une personne tiers peut aider à décanter cette situation et éviter la réitération de la situation. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question que j'aurais à titre personnel, c'est, je trouve intéressant, enfin, quand on lit ce que vous faites, on voit que la question de la communication, on a parlé des partenariats tout à l'heure, mais de la communication revient assez souvent. Et c'est un enjeu finalement pour tous Mm, de mm. valoriser, voilà, enfin, de mettre en valeur, de capter aussi le public. Et je me demandais si vous aviez quelques bonnes pratiques de communication à partager, des choses, communication sur vos offres, et vos offres de services, et sur, oui, est-ce qu'il y a des actions que vous avez mises en place de communication qui ont particulièrement bien marché et que vous voulez partager aujourd'hui? Euh, alors, sur les dispositifs que j'ai pu citer, c'est de la communication en fait qui est permanente dans tous les cas. Après, il y a les actions de nos associations locales, elles fonctionnent plutôt bien, mais parce qu'elles sont reconnues aussi sur leur territoire et essayent bah, de communiquer sur Facebook, sur les réseaux, sur bah, la presse en fait aussi qui fonctionne bien parce qu'elle est toujours lue. Ouais, c'est plutôt ouais, les actions de nos associations locales. Et après, sur les dispositifs bah, qui sont assez permanents, on va dire comme les points conseil budget ou les PMN, c'est refaire de la communication sur bah, info locale, la presse, mais qui est permanent en fait. D'accord, merci beaucoup. Euh, Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Enfin, merci déjà pour toutes ces questions que vous nous avez envoyées. Je vois une question au tout début du webinaire qui disait pourquoi We Take Care en anglais. C'est une très bonne question. Euh, euh, c'est une bonne question. Déjà parce que le jeu de mots est sympathique, We Take, Tech, et que ça, quand même, les jeux de mots, c'est quand même important. Et Mhm. d'autre part, c'est aussi que c'est une bonne question. Je poserai la question à la personne. Je ne savais pas vraiment qui a eu l'idée, ça fait quand même un certain temps que cette association existe. Et donc, je reviendrai vers vous, sur ce point. Euh, la force d'une communication sur un département, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on est bon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Maud, pour ce retour d'expérience qui était très intéressant, très complète, hein, sur la dimension budgétaire, consommation, médiation numérique. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil, un dernier mot à adresser aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui avant de commencer nos journées? Bah, en fait, les points conseil budget, c'est national. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir aussi comment ça fonctionne et comment travailler ensemble, bah, n'hésitez pas à aller voir les points conseil budget qui sont proches de chez vous et aussi bah, les associations et les fédérations familles rurales. Se rencontrer, c'est un très bon moyen aussi de communiquer et de savoir comment travailler ensemble pour répondre aux besoins des familles. Et justement, en fait, je vois qu'il y a des questions. Euh, oui, donc il y a quelqu'un qui demande, Peggy qui demande parentalité numérique. Est-ce que vous avez des projets sur ce thème? Alors, on est en train de faire le lien. En plus, de notre côté, la Convention CAF est aussi en train de se réécrire. Donc, effectivement, il y a un lien dans le sens aussi que bah, les parents veulent comprendre et auront peut-être du mal à comprendre comment fonctionne le numérique par rapport à leurs enfants, qui est bah, de plus en plus présent aussi par rapport au harcèlement. Donc, il y a par exemple une conférence sur le harcèlement que met en place une de nos associations locales qui a un point sur le numérique pendant cette conférence parce que ça fait partie bah, de tout ça. Et pour conclure, pardon, j'avais mon micro éteint encore, je n'apprends pas de mes erreurs. Euh, pour terminer, il y a une question qui m'inspire une question plus large, effectivement, Regain Asso22 qui dit qu'ils souhaiteraient rester en contact parce que dans leur association, ils travaillent avec des personnes de plus de 60 ans. Effectivement, comment faire pour les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec vous, que ce soit avec vous directement ou avec les associations familles rurales locales?
quelle est la bonne manière de rentrer en contact avec vous pour échanger sur d'éventuelles collaborations, partenariats? C'est d'appeler directement la fédération Famille Rurale des Côtes d'Armor. Et comme ça, on mettra en lien soit avec les associations locales, si ça peut être le cas, ou moi ou mes collègues qui sont sur les autres pôles, enfance, parentalité, handicap, ou sur la vie associative également. Donc, ouais. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vais éteindre l'enregistrement et je vais